Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Ezaï TV, dont voici le sommet. Le Bénin accueille du 4 au 5 août 2016 le sommet du caucus africain. Vous aurez le démarrage de l'événement dans ce journal. Au sujet de la crise qui secoue l'université d'Abomey-Calavi, Ezaï TV reçoit dans ce journal Daniel Etou, président du bureau d'union d'entités de la Flash, pour nous renseigner sur cette crise. Et dans ce journal, le condensé de l'information parue dans la presse écrite ce jour. À nouveau, bonsoir. Le sommet du groupe des gouverneurs africains du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, caucus africain, se tient à Cotonou du 4 au 5 août 2016. Le président Patrice Talon et quelques membres du gouvernement de la rupture ont pris part à ce lancement. Le président de la République, Patrice Talon, et les membres de son gouvernement ont pris part au lancement du caucus africain, un sommet du groupe des gouverneurs africains du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ce sommet qui réunit dans la capitale économique du Bénin les 54 chefs du gouvernement africain ainsi que les gouverneurs du groupe de la Banque mondiale et du FMI fera du Bénin le siège de la haute finance internationale durant 48 heures. Le caucus est fondé en 1963 en tant que groupe africain des gouverneurs du groupe de la Banque mondiale et du FMI et qui a pour objectif de renforcer la voix des gouverneurs du continent sur des questions importantes relatives au développement socio-économique de la région au sein des institutions de Bretton Woods. L'adhésion au caucus africain est ouverte à tous les 54 pays du continent. Le Bénin a pris la présidence du caucus africain à l'issue des assemblées annuelles en octobre 2015 à Pérou. Le caucus africain se réunit généralement 2 fois par an, une fois lors des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI et une fois dans le pays qui préside le caucus. Les travaux du caucus sont élargis aux administrateurs des 10 pays pour le FMI et de la Banque mondiale. Je l'annonçais en titre que Daniel Etou, président du BUE Flash de l'université d'Abomey-Calavi, est dans ce studio pour nous parler de cette crise qui secoue le campus du Bénin. Daniel Etou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Alors, journaliste. dites-nous, que revendiquez-vous? Nous ne revendiquons qu'une seule chose depuis 2012, qui est l'organisation de la session de rattrapage, uniquement la Flash, parce que, vous le savez, de toutes les entités de l'UAC, de toutes les écoles, de toutes les facultés, c'est seulement la Flash qui a le projet d'organisation de la session unique, session qui n'est pas du goût des étudiants. Et depuis 2012, la crise a pris naissance, et chaque année s'étend et s'étale au fil des années, sans une résolution parfaite et totale. Et donc cette année encore, nous revendiquons et toujours la session de rattrapage. Alors, et on aura appris que c'est la marche du 26 juillet 2016 dernier qui a engendré la suspension temporaire de 5 ans de membres de vos bureaux. Et appeler 5 ans de suspension, une suspension temporaire, c'est quand même suicidaire. C'est une suspension de 5 mois, de 5 jours, de 5 semaines, c'est 5 ans. Mais c'est ce qu'on sort la décision. Dans la vie d'un étudiant, d'un jeune étudiant, d'un citoyen, c'est beaucoup de choses. Alors, c'est vrai ce que vous dites, parce que le décret, l'arrêté électoral a été signé effectivement le 26 mai, le 26 juillet. Le jour même où nous organisons la mèche, mais cet arrêté a été pris en décision de CODI, en décision de conseil pédagogique, érigé en conseil de discipline, et en violation flagrante des tests, des dispositions statutaires du règlement pédagogique de la FACH, et qui a, au lieu de rendre une décision normale, a préféré suspendre 21 étudiants de façon arbitraire. Je m'explique. Vous savez, depuis 2012, nous sommes en situation de réclamation de la session de rattrapage. Et cette année, nous avons eu des séances, je ne vais pas vous dire le nombre, plus de 41 séances avec les autorités, de octobre jusqu'au le 20 juin. Avec les autorités? Avec les autorités, où le 20 juin, nous avons la chance de recevoir l'équipe rectorale avec la présidente effective du recteur. Était à la séance ici l'équipe décanale avec le doyen, madame le vice-doyen, les RG du secrétariat, les RG des entités, avec les membres du BUE, où nous avons essayé de présenter l'argumentaire, les raisons, les fondamentaux pour lesquels nous réclamons la session de rattrapage. Suite à notre argumentaire, le recteur a demandé à ce que chaque partie présente fasse point de la séance et produise en effet ce qu'il réclame. Nous, ce qu'on réclame est ceci. Après organisation de la première session, si un étudiant est en situation de non-validation d'une UE, c'est-à-dire n'arrive pas à valider une UE, qu'on lui réorganise une session de rattrapage. Et cette session de rattrapage
est intégré au campus il y a longtemps. Nos enseignants qui nous répriment aujourd'hui en ont fait 3. D'autres ont fait 2. Nous, on ne réclame qu'une seule session de rattrapage. Et toutes les autres unités d'enseignement de la FLASH en font. Tous les autres. La FADESP en fait, la FASEG en fait, la FAS en fait. Alors, suite à notre argumentaire, le RETA a fait sortir le 5 juillet 2017, ceci, ces papiers. Ces papiers, l'arrêté 411, la note de service est un numéro 411-16, portant harmonisation de l'organisation des évaluations de fin de semestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sujets, il y a d'autres qui ont et d'autres n'ont pas. Et c'est parce que le RETA veut réparer cette injustice, cette inégalité sociale, qu'il a pris la note de service qui porte harmonisation des semestres. Si vous voulez, je donne la lecture rapidement. Non, le temps de nous. Maintenant, ce qui est grave dedans, le RETA dit que le présent, la présente note là, les dispositions de la présente doivent être intégrées dans chaque règlement pédagogique de chaque établissement de l'UAC, établissement qu'ils appellent EFR, c'est-à-dire entité de formation et de recherche. Alors, depuis le 5 juillet jusqu'à aujourd'hui, 4 août 2017, le décanat 2016 plutôt, le décanat de la FLASH se refuse d'appliquer cette décision. Et c'est l'inapplication de cette décision qui a conduit là. Donc, le seul responsable de la situation qui prévoit la FLASH, c'est le doyen Beto Flavien et le décanat, tout avec les conseils pédagogiques. Nous, on n'est pas responsables. Ce qui en ressort de tout ça, c'est que l'année est invalide à la FLASH. Oui, nous ne sommes pas responsables de... Mais écoutez... Ça dit que vos revendications ou bien d'autres démarches ont été vaines, c'est ça? Je te dis, ces papiers doivent être... Chaque Benoît doit avoir ses papiers. Parce que c'est ces papiers qui nous donnent quand même raison. Le RETA a reconnu notre revendication, non seulement légale, mais légitime. Et nous a produit ces papiers, parce que c'est ce qu'on réclamait, et ne restait qu'au décanat de l'impliqué. Alors je me pose une question. Si le décanat de la FLASH se refuse d'obéir à l'autorité rectorale, se refuse d'appliquer la note de service qui quand même soulage plus de 40 000 citoyens, après qu'on ait fait plus de 41 séances avec eux sans solution, où est le tort du bébé FLASH là? Nous qui négocions, on a fait une conférence, on a fait des séances. C'est nous qui sommes voyous ou bien c'est l'autorité qui refuse d'appliquer une autre rectorale qui est voyou. Alors nous, on n'est pas venus pour insulter quelqu'un. C'est nos papas, c'est nos enseignants. Nous les demandons encore toujours. Ils sont capables de revenir à leurs décisions. Il les faut un peu du sang-froid. Nous disons, s'ils disent qu'on est voyous, et c'est à cause de notre renvoi qu'ils vont appliquer le rattrapage. Nous, on est d'accord. On prend note, on prend acte. C'est l'histoire de la vie des jeunes innocents. On est d'accord, mais nous vous disons que le problème a commencé depuis 2012 avec son prédécesseur, le doyen Oussou Christophe, qui l'a réglé intelligemment. On a proposé toute solution au doyen. On s'est agenouillé, on a tout fait. Qu'est-ce qui reste, on n'a pas fait? J'espère qu'une manière sera trouvée pour gérer cette crise. Et c'est sur ce mot que je vous dis au revoir. D'accord, merci monsieur. Merci, c'est nous qui vous remercions. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, comme à l'accoutumée, sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises à cet effet. On écoute le ministre d'État, secrétaire de la présidence, Pascal Irénée Koupaki, avec Abdelkader Achiro. Certaines entreprises agréées dont le marché principal est le marché communautaire de la CEDEAO, éprouvent de nombreuses difficultés d'écoulement de leur production depuis l'institution des règles d'origine et depuis l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Pour lever cette difficulté et permettre à ces entreprises de bénéficier de la libre circulation de leurs produits, il est donc prévu la possibilité pour les entreprises agréées de renoncer au régime de la zone franche industrielle et d'opter pour le régime du Code des investissements, si cela s'avère nécessaire. Le Conseil a donc pris le décret portant modification de l'article 24 du décret 2003-400 du 13 octobre 2003,
décret portant organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle en République du Bénin. Le ministre de la Santé a rendu compte au Conseil de l'évaluation des offres relatives à la construction et à l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada. Le Japon s'est proposé de financer la construction de cet hôpital sur un accord de don qui fait 10 milliards de francs CFA. La procédure d'appel d'offres a été lancée. Le dépouillement a été fait à Tokyo en mai dernier. 2 entreprises japonaises ont été retenues, l'une pour la construction de l'hôpital et l'autre pour l'équipement de cet hôpital. Les contrats ont été signés au Japon et le ministre de la Santé, qui a rendu compte au Conseil, prendra les dispositions nécessaires pour l'exécution de ce projet et il a été demandé au ministre de l'Économie et des Finances de faciliter la mise en œuvre de ce projet. Le délai contractuel d'exécution de ce projet est de 16 mois à compter de juin 2016. Donc les travaux seront achevés à fin octobre 2017. Le ministre du Travail et de la Fonction publique et des Affaires sociales a présenté au Conseil un bilan partiel des activités de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes des agents de l'État, qu'ils soient civils ou militaires. Les activités de cette commission s'inscrivent dans le cadre de la moralisation de la vie publique, de l'amélioration de la gouvernance administrative et de la lutte contre l'impunité. Le compte rendu fait au Conseil révèle que 10 agents ont usé de faux diplômes pour se faire recruter à la fonction publique ou reverser dans la fonction publique. Ce sont des faits graves. Le Conseil a autorisé le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales à enclencher la procédure de radiation à l'encontre de ces 10 agents. Les dossiers des intéressés seront transmis au ministre de la Justice et de la Législation pour les poursuites judiciaires à l'encontre des mises en cause. À la suite du Conseil des ministres d'hier, il en ressort que 10 détenteurs de faux diplômes dans la fonction publique ont été découverts. Ezaï TV s'est rapproché du FONAC afin de savoir comment ces derniers arrivent à s'insérer dans la fonction publique. On écoute Jean-Baptiste Elias au micro de Kader Achiro. Les intéressés ont plusieurs méthodes pour le faire. Il y a d'abord la méthode que nous avons, nous, dénichée au FONAC, qui consiste à ce que les gens prennent les vrais diplômes de quelqu'un et avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ils enlèvent le nom de l'intéressé, ils enlèvent la date de naissance de l'intéressé et puis ils reproduisent leur nom à eux, ils mettent leur date, ils vont photocopier maintenant le nouveau document ainsi traficoté, puis avec la complicité d'un certain nombre d'élus locaux au niveau des arrondissements, au niveau des mairies, et avec ce que nous combattons, c'est-à-dire la corruption, ils donnent 5 000 francs ou 10 000 francs à quelqu'un qui leur légalise ce nouveau document traficoté, qui porte bien sûr leur nom et leur date de naissance, et le tour est joué. Puisque dans l'administration, on demande une copie légalisée de diplôme, ils viennent avec ce diplôme qui est légalisé par un agent de l'état civil, et bien l'administration le prend sans contrôle. La deuxième formule, c'est de s'entendre avec un certain nombre d'agents au niveau des universités publiques ou privées, qui, soit avec de l'argent, donc la corruption, essaient de délivrer des diplômes à des gens qui n'ont pas eu à recevoir la formation. Nous en connaissons dans des universités privées, nous en connaissons hélas dans des universités publiques. La troisième méthode, c'est de pouvoir s'entendre avec un responsable d'unité avec qui vous avez déjà fait une formation donnée d'un niveau inférieur. Donc, vous êtes bien inscrit dans cet établissement-là, mais on vous délivre un diplôme supérieur
dont vous n'avez pas reçu la formation, toujours dans ce même établissement-là, moyennant bien entendu quelque chose. Si bien que quand vous venez, on vérifie tel étudiant, oui, nous l'avons dans nos livres, on vous sort un document comme quoi il est inscrit là-dedans, mais il n'est pas inscrit pour cette filière-là. Ou alors, l'autre formule que nous avons constatée, c'est que des universités privées délivrent des diplômes auxquels ils n'ont pas droit. Elles n'ont pas droit donc de faire ces formations-là. Elles ne sont pas autorisées à faire ces formations, mais elles délivrent des diplômes à des agents qui n'ont jamais fait cette formation, hélas, qui se servent de ces documents-là pour aller se faire enregistrer ou se faire enrôler dans la fonction publique. Voilà autant de choses qui se font. Le FONAC a déjà beaucoup de cas. Dans presque la quasi-totalité des corps au niveau de la fonction publique béninoise, on retrouve, hélas, des cas de faux diplômes. Et il est à souhaiter que l'on puisse mener une action de grande envergure pour dénicher ces faussaires, les mettre hors d'état de nuire et les traduire devant la justice pour que, conformément aux dispositions des lois de la République, on puisse les sanctionner. Le ministre des Sports a rendu visite à la sélection des moins de 17 ans pour s'enquérir de leur préparation. Aussi, Oswald Omeki a annoncé la gratuité des places pour ce qui sera du match Bénin-Côte d'Ivoire prévu pour le dimanche 7 août 2016 au stade Mathieu Kérékou. Ce duel entre en lieu de compte de la phase aller du second tour des éliminatoires de la CAN U17 Madagascar 2017. Plus d'explications dans ce reportage que nous propose Leandro Kodo. Cadets seront aux prises avec les Éléphantos de la Côte d'Ivoire le dimanche 7 août prochain au stade Mathieu Kérékou. À cet effet, le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est rendu hier au chevet de la sélection des U17 pendant leur séance d'entraînement. À quelques jours de ce grand rendez-vous comptant pour le second tour de la phase aller des éliminatoires de Madagascar 2017, le patron des sports au Bénin a décidé de constater les conditions de préparation afin de revigorer le moral de ses troupes. Alors, je suis venu transmettre à nos jeunes frères de la sélection nationale des moins de 17 ans tout le soutien du gouvernement, toute la solidarité du chef de l'État et de l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Vous savez qu'ils sont à quelques jours d'un grand rendez-vous, un match contre la Côte d'Ivoire ici, et il était de mon devoir en tant que ministre de tutelle de venir les saluer, les réchauffer, les motiver et leur dire surtout que ils sont désormais engagés sur une voie qui est une voie que nous allons tracer ensemble et sur laquelle nous allons nous engager sans revenir en arrière. L'adversaire de dimanche est un adversaire à respecter parce que c'est un pays qui a une grande tradition en catégorie d'âge. Nous sommes en train de nous mettre à cette tradition-là. J'ai dit que le miracle est possible, mais il faut croire en la préparation, il faut croire en la formation, il faut croire aux catégories d'âge. Mais je suis venu surtout féliciter l'encadrement technique, le coach, féliciter les joueurs qui sont très jeunes. Aujourd'hui, l'IRM ayant annulé les possibilités de tricherie, je suis très heureux qu'on ait une équipe cadette des gens qui ont vraiment moins de 17 ans. Le coach de la sélection cadette, Edmé Kodjo, a informé le ministre des Sports du travail qui se fait et des difficultés rencontrées en temps réel. Qui a eu à nous accompagner, même de manière informelle, au moment où beaucoup ne croyaient pas en cette équipe, à la gestation de cette équipe. La présence du ministre a tout résumé. Il a fait tout le cours. J'aurais bien voulu qu'il prenne le témoin parce que pratiquement on voit qu'il a parlé de tout, de la maîtrise de balle, des comportements tactiques. Et là, on sent dans son discours qu'il reconnaît la force des Ivoiriens en matière de structure opérationnelle qu'ils installent très tôt et de la relève qu'ils préparent plus tôt. Au nom de ses coéquipiers, le capitaine des écureuils cadets rassure sur la forme des joueurs. Il est là pour venir nous soutenir pour les entraînements. Donc, nous aussi, on va essayer de faire de notre mieux pour le match contre la Côte d'Ivoire et on va gagner. J'ai confiance à les collègues et j'en suis sûr qu'on pourra éliminer la Côte d'Ivoire. Avant de les quitter, Oswald Omeki a annoncé les dispositions officielles prises en vue de cette rencontre. Et je suis venu surtout leur annoncer que tout le gouvernement sera au stade dimanche prochain pour les soutenir et qu'à l'initiative du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon,
le match de dimanche sera ouvert au public qui pourra se rendre au stade gratuitement. C'est une décision que le chef de l'État a prise pour pouvoir renouveler cette affection, cet amour, cette flamme qui existait il y a quelques années entre le public béninois et les footballeurs et les sportifs de façon générale. Les matchs retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Madagascar 2017 sont prévus pour le 19, 20 et 21 août. À présent, suivons le condensé de l'actualité paru ce jour dans la presse écrite à travers la revue de presse de Bénis Locaux. Mauvais temps pour les propriétaires de faux diplômes. Une commission mise en place pour les mettre à nu fait la une des journaux parus ce jour. Conseil des ministres tenu hier au Palais. Info Plus informe que le gouvernement épingle 10 détenteurs de faux diplômes dans l'administration publique. Pour renchérir, le quotidien L'Actualité rappelle qu'ils seront bientôt radiés pour usage de faux diplômes. 10 détenteurs de faux diplômes radiés de l'administration béninoise. Le journal Le Télégramme en parle également et relate aussi que cette décision est issue du Conseil des ministres tenu hier. Le quotidien Le Meilleur appuie cette décision en titrant à sa une que 10 détenteurs de faux diplômes bientôt radiés de la fonction publique. Le Conseil hebdomadaire des ministres n'a pas parlé uniquement des fonctionnaires qui ont usé de faux diplômes. En dehors de cette nouvelle, il y a d'autres informations. La zone franche industrielle sera réorganisée, annonce le quotidien L'Actualité. Un hôpital de zone en construction à Alada, ajoute le même journal. Pour le quotidien First Info, le gouvernement a besoin d'un délai de 6 mois pour construire l'hôpital de zone d'Alada. Conseil des ministres du 3 août, le coopérant évoque une redynamisation du secteur industriel béninois. Beaucoup de journaux sont revenus sur les clarifications de la Ségub. Pour le quotidien L'Autre Vision, la Ségub sort de sa réserve, éclaire l'opinion et démontre son intégrité avec preuve à l'appui. Le journal L'Actualité retient que la Ségub rassure la communauté portuaire au sujet de l'audit de la gestion des redevances de la filière des véhicules d'occasion. La Relève Info parle du bruit autour de la gestion de la filière des véhicules et publie les clarifications de la Ségub qui mettent fin à la polémique. On finit ce journal par les informations d'outre-mer relayées ici par Billy Laïbi. Au Cameroun, le procès du correspondant en langue Hausa de RFI, Ahmed Abba, contre l'État camerounais, a repris à Yaoundé hier 3 août. Ahmed Abba est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme et non-dénonciation d'actes de terrorisme. Incarcéré depuis 1 an, il est maintenu depuis son ouverture il y a 6 mois et son procès est enfin ouvert. Au Gabon, la Cour d'appel doit examiner la plainte de Léon-Paul Ngoulakia contre Ali Bongo ce jeudi 4 août. Cousin germain du président gabonais et ex-chef des renseignements, Léon-Paul Ngoulakia est désormais candidat indépendant à l'élection du 27 août. Il a déposé un dossier devant la Cour et les juges des référés pour contester la nationalité gabonaise du président Bongo. Et il pense qu'Ali Bongo ne peut se présenter à l'élection présidentielle. Pour encourager les athlètes français aux Jeux Olympiques, le président français se rend ce jeudi à Rio de Janeiro. François Hollande compte y séjourner jusqu'au vendredi soir pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce déplacement vise aussi à promouvoir la candidature de Paris à l'édition de 2024. En Bolivie, le chef de l'État Evo Morales est en procès. Il poursuit le journaliste Humberto Vacaflor pour diffamation devant la Cour de justice de La Paz, une ville du pays. Humberto Vacaflor a dernièrement soulevé une polémique affirmant que le président Morales aurait en l'an 2000 ordonné le meurtre d'un policier et de sa femme. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal sur Ezaï TV. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur le www.ezaïtv.com.